C'est un grand progrès scientifique et un espoir pour l'humanité, terrorisée pendant plusieurs décennies par la maladie à virus Ebola, une maladie sans vaccin préventif ni produit curatif. En 1976 à Yamboukou, dans la province de l'Équateur, Dr Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum découvrait cette maladie fantôme. 43 ans plus tard, c'est encore lui qui annonce la découverte d'un produit curatif. La molécule MAB 114 qui a fait ses preuves dans les Nord Kivu est le résultat de plusieurs années de recherche de l'INRB en collaboration avec l'Institut national de santé des États-Unis NIH. L'INRB, en collaboration avec NIH et quelques ONG humanitaires telles que Alima MSF et sous la houlette de l'OMS, ont initié depuis 20 novembre 2018 un essai contrôlé, randomisé, évaluant l'efficacité thérapeutique de ces 4 molécules contre le virus Ebola. Cette étude a eu l'approbation des comités d'éthique de l'École de santé publique de la RDC et du NIH aux États-Unis. Cette étude a été réalisée dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité pour le personnel de l'étude, pris souvent en tenaille entre les coups de feu et le travail d'administration thérapeutique sur les malades, et pour le matériel de l'étude, victime à plus d'une reprise d'incendies criminels. De plus, notons la complexité des opérations avec les grands défis de la chaîne de froid pour le conditionnement des produits et les défis logistiques à maintenir aux standards des exigences de l'étude. En dépit de toutes ces difficultés, nous venons de recevoir, depuis ce lundi dernier, les résultats des analyses préliminaires de l'étude établies par un comité indépendant d'évaluation des données de l'étude. Ces résultats, très encourageants, nous permettent d'affirmer qu'Ebola n'est plus une maladie non curable, mais il existe aujourd'hui des médicaments dont l'un est un produit issu d'une collaboration avec les scientifiques congolais. Le gouvernement américain qui a participé au financement de ces recherches s'en réjouit. Son ambassadeur Mike Hammer a transmis les félicitations de son pays. Aujourd'hui, c'est un jour très important, mais je commence avec à dire que les efforts de la République démocratique du Congo et la riposte pour contrôler et éliminer l'Ebola, c'est incroyable, professionnel, et vraiment les héros de la riposte sont tous les personnels de la santé qui sont en terrain et qui travaillent tous les jours pour contrôler cette maladie. J'avais l'occasion de leur visiter à Butembo, à Beni, à Bunia, à Goma, et je suis toujours impressionné par leur effort. La dernière semaine, j'avais l'occasion de me réunir avec le président Tshisekedi et comme toujours, nous avons parlé de la riposte et comment ça va. Nommé à la tête de la coordination de la riposte contre Ebola il y a quelques semaines, Dr Mouyembe a réussi à couper la chaîne des contagions dans la ville d'Egoma. Avec son nouveau produit, il entend sauver des milliers de vies humaines dans les villes de Beni et Butembo. Après Kabinda Mbujima, le conseiller spécial du chef de l'État en charge des couvertures maladies universelles, Samuel Kamba, a eu des entretiens avec le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabuya Kabitanga. Des entretiens qui ont tourné autour de la sensibilisation sur le virus Ebola et ensuite sur des avancées significatives dans son secteur. Alors la première chose que nous avons faite quand le président de la République nous a donné les charges, c'était de décider de changer la riposte. Nous avons insisté auprès du président de la République pour que le professeur Mouyembe, qui est la référence en la matière, soit le responsable de la riposte, et cela nous l'avons obtenu. Et nous avons mis en place une nouvelle approche de la riposte Ebola, basée surtout sur la réponse communautaire, et parce que la communauté n'était pas impliquée, et beaucoup de gens banalisaient la maladie ou alors trouvaient que la réponse qui était faite avant était un business. Et nous avons repris ça en main, et d'autre part, nous avons étendu la vaccination.
Nous avons plus de 200 000 personnes vaccinées aujourd'hui. Et donc, en fait, en plus, nous avons de nouvelles molécules qui permettent de guérir la maladie. Samuel Kamba effectue au Kasaï central une visite des infrastructures hospitalières en regard des données, des ressources humaines et de la circulation des médicaments avant d'offrir une caisse de santé en faveur de toute la population. Le conseil spécial du chef de l'État a annoncé l'évolution positive de la lutte engagée contre la maladie à virus Ebola. Le comité multisectoriel de riposte s'engage à clouer au pilori cette maladie et à en finir une fois pour toutes. Après Kananga, Samuel Kamba s'est envolé pour la ville de Goma. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, dont 10% seulement sont cultivés, la RDC est appelée à prendre les trains des innovations dans les secteurs agricoles. La mécanisation de l'agriculture est plus que nécessaire pour un meilleur rendement. Les ingénieurs agronomes l'ont compris par l'introduction de nouveaux outils, notamment des drones dotés de caméras multispectrales à haute résolution pour la surveillance des fermes, la lutte contre les épidémies de mauvaises herbes et parasites, également des drones pour la sémaille sur des vastes étendues de terre. D'autres drones, dits agricoles, sont dotés d'une technologie de pointe pouvant parfaitement prendre en charge l'agriculture de précision, le semi-sémé, la protection des plantes ainsi que la surveillance croissante. Les avantages sont légion. 15 minutes suffisent pour s'aimer sur un champ d'1 hectare. Nous venons donc avec ces outils-là qui permettront aux gens de produire sur des grandes superficies tout en réduisant les coûts, c'est-à-dire leur permettre de mener une activité qui leur soit réellement économiquement rentable. Imaginez arriver aujourd'hui à produire, disons à travailler sur 1 hectare en 15 minutes pour les mêmes tâches que vous faisiez avant en 1 heure en utilisant plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous allons dans les semaines qui arrivent emmener des drones que nous mettrons à la disposition des agriculteurs, des entrepreneurs, de tous ceux qui veulent entreprendre dans le secteur agricole. Quelques provinces pilotes ont été ciblées pour des champs expérimentaux. Ces drones fonctionnent avec des batteries embarquées, ce qui va réduire également le coût, alors que si vous utilisez par exemple les tracteurs, vous avez le carburant qu'il faut mettre, alors que les drones vous le font avec les batteries qui peuvent être chargées à l'énergie solaire. Dans le Congo central déjà, nous allons essayer de lancer quelques activités de riz, de maïs également. Il faut que les gens viennent sur terrain pour voir effectivement que la technique marche, que le rendement est intéressant. L'agriculture demeure un des piliers de la diversification de l'économie congolaise. La RDC doit en prendre conscience par l'augmentation du budget alloué à ce secteur qui doit passer aujourd'hui de 2% à 10%, comme le prévoit l'accord de Maputo. Après sa visite officielle les 13 et 14 juin 2019, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à nouveau dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. Cette fois-ci, il va participer avec ses pairs au 39e sommet de la SADC, sommet qui va ouvrir ses portes ce samedi et clôturer le dimanche 18 2019. Le Conseil des ministres, en amont de la grande réunion des chefs d'État, a 106 propositions à faire qui devront être entérinées par les chefs d'État au cours de leur réunion de 48 heures. 106 propositions sont faites par le Conseil des ministres, au travers desquelles nous notons la levée des sanctions contre le Zimbabwe, mais également l'entérinement du Swahili comme l'une des langues qui sera parlée au sein de la SADC. Par ailleurs, déjà nous voyons des avancées avec l'Afrique du Sud qui a été la première à réagir pour dire que le Swahili va être enseigné dans les écoles secondaires à partir de 2020, tout comme dans les institutions universitaires. Le président de la République, qui en est à son 2e voyage ici dans la ville de Dar es Salaam, profitera également de l'occasion pour des réunions bilatérales pour pouvoir discuter de la sécurité à l'est de la RDC, le problème de l'Ituri, le problème d'Ebola, mais également d'autres enjeux économiques, étant donné que Dar es Salaam nous offre la porte d'entrée ou de sortie de nos biens qui sont exportés vers l'Asie. Je crois que tout cela va faire partie des grandes discussions qui vont se tenir dans la ville côtière de Dar es Salaam. Voilà, mesdames et messieurs, ceci pour vous annoncer l'arrivée vendredi 16 dans la ville de Dar es Salaam de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président. C'était Abraham Lwakabwanga pour le compte de la presse présidentielle.
Le lait maternel que produit les seins de la mère est très nutritif pour les nourrissons que toute autre alimentation, quelle qu'elle soit la qualité. Le lait maternel joue un rôle crucial dans la croissance de l'enfant, renforce son système immunitaire et évite la précarité sanitaire à l'enfant. Ce sont des recherches et orientations établies par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans cette optique que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a été décrétée par l'OMS en début de mois d'août. En marge de cette célébration, une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel sera organisée du 16 au 24 août prochain dans des hôpitaux, structures sanitaires et quelques maternités de Kinshasa, la capitale. L'Organisation mondiale de la santé préconise à ce que de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, que l'enfant soit allaité uniquement au sein, ce qu'on appelle l'allaitement exclusif au sein. Et dès que l'enfant totalise 6 mois, on doit y ajouter autre aliment que l'allaitement, que le lait maternel. Donc, il y aura une association. Et l'allaitement maternel et autres aliments. Quoi de plus normal que d'assurer la protection à son nourrisson à travers le lait maternel? Hier, loin de leur logis, aujourd'hui, les voilà qui regagnent progressivement leurs habitations. À 100 et 125 km au nord de Bunia, au centre Jiba et Linga, on compte plus d'une centaine de déplacés qui reprennent leurs cases. C'est là après d'intenses opérations militaires effectuées dans le cadre du processus de pacification de l'Est, initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'arrivée de la délégation du vice-gouverneur de l'Ituri, Chalo Doudou, plusieurs personnes ont afflué. La plupart sortis fraîchement de leur cachette, en vue de suivre les messages de l'autorité provinciale. Après ces meetings, quelques-uns ont opté pour la reprise de leurs activités dans ces centres qui ont été vidés de sa population. À Pimbo, un centre situé à 65 km, dans les chefs-lieux de Walendu Uzaji, le constat est le même. Ce geste est salué par le gouvernement provincial qui en même temps est préoccupé par la situation des enfants qui doivent reprendre les chemins de l'école au mois de septembre. Nous avons demandé à la population de se désolidariser de ces assaillants parce que d'ici là, ce sont les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Tous ceux-là qui cherchent à exciter cette situation. Donc, nous leur avons dit officiellement que nous allons actionner nos services derrière ces gens et ils iront tout droit à prison. Le vice-gouverneur Chalo Doudou demande au commandant FARDC d'assurer un climat de confiance, condition sine qua non pour les retours de la population dans leur village d'origine. Développer le secteur touristique en RDC, c'est aussi procéder à la remise à niveau du personnel de son administration. C'est la raison de cet atelier de renforcement des capacités de ses directeurs. Nous sommes en train de travailler pour faire du tourisme une véritable machine, non seulement pour la création des emplois, mais également pour les revenus de l'État. C'est dans la définition de ce nouveau partenariat que nous travaillons. Et nous travaillons essentiellement sur la planification stratégique afin de pouvoir tirer les différents angles aussi bien horizontaux que verticaux dans lesquels l'Office national du tourisme doit pouvoir se développer. Et l'une des composantes, c'est la capacité des personnes à pouvoir rendre ce service. La République démocratique du Congo, qui n'est plus une destination touristique de renom à cause des différentes guerres et rébellions, doit à tout prix capitaliser ses acquis positifs pour développer ces secteurs. Pour que nous puissions réaliser la mission qui est la nôtre, avoir la même vision. Voilà la raison de l'organisation de cet atelier. Nous avons commencé par les cadres de direction et il y aura une autre étape où nous allons organiser l'atelier pour les cadres de collaboration. Le tourisme qui sommeille en RDC doit se réveiller pour le bonheur des Congolaises et Congolaises. 15 août 1947, 15 août 2019, 72 ans jour pour jour depuis l'accession de la République de l'Inde à l'indépendance à travers le monde. Cette journée est célébrée avec faste comme en République démocratique du Congo où les Indiens habitant Kinshasa se sont rendus tôt le matin au siège de leur ambassade en RDC pour commémorer cette journée et écouter les messages du Premier ministre indien, lui
par Nina Cheringla, ambassadeur de l'Inde en RDC. L'hymne national Janaganamana entonné, les drapeaux levés, occasion pour Madame Nina Cheringla de rappeler à cette communauté indienne les succès des années passées et les projets de l'Inde pour le futur, tels qu'annoncés dans les messages du Premier ministre indien Narendra Modi à la nation. Vous pouvez comprendre, il y a tellement une démographie, très grande démocratie, une diversité. Alors là, il a dit que toujours s'efforcer de travailler, de faire avancer le pays ensemble. À tout le Congolais, que l'Inde vous aime beaucoup et on vous regarde avec beaucoup d'amitié et on aimerait que vous faites de progrès. C'est ce qu'on veut voir. Comme d'habitude, l'ambassade de l'Inde en RDC célèbre cette journée avec ses ressortissants. Les avant-midi de la journée du 15 août et les soirs de la même date, il est prévu une grande rencontre avec les délégués des différents pays amis à la République de l'Inde. Les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha à 75 km de Likasi se poursuivent sans désemparer. Malgré le vol de câbles et cornières qui détruisent les lignes de transport. Cette centrale, mise en service en 1930, accusait le poids de l'âge et seule la rénovation pouvait la remettre en état. Mais il fallait pour ce faire mobiliser 250 millions de dollars américains. Par le temps qui court, c'est une alchimie que SNEL a réussi à maîtriser par le partenariat public-privé autour du projet SNEL-Ivanhoe et du contrat EPSM conclu pour une échéance limitée entre 2016 et 2020. Plusieurs entreprises interviennent dans l'exécution de ce projet, notamment Andrix Hydro et CGLEC qui se charge de la partie mécanique et électrique, l'entreprise Bacon qui se charge, elle, du génie civil et Shint Limited qui s'est occupé du nouveau poste haute tension de Mwadingusha. Ce poste, dont les travaux sont presque terminés, est équipé du système SCADA, nouvelle technologie qui permet de gérer à distance la centrale. Selon les ingénieurs et techniciens sur les chantiers, d'ici décembre 2020, Mwadingusha sera de nouveau opérationnel avec un productible qui passe de 71 à 78,1 MW. Interconnectés, les centrales hydroélectriques de Mwadingusha, Seke, Koni et Nzilo portent à 280 MW l'ensemble de la production de la zone sud-ouest d'Esnel. Une fois de plus, le comité Kitebi effectue une descente au port de Kalemi, cette fois avec tous les partenaires intervenant dans ce projet, notamment la Société nationale du chemin de fer du Congo, le gouvernement provincial de Tanganyika, le groupe d'études Grandi Group et les Chinois d'Ngezuba Group. Les travaux vont consister non seulement à la réhabilitation, mais aussi à l'extension du port et à la recherche de financement auprès des banquiers, précisément des banquiers chinois. Cette visite a un caractère purement technique. Il s'agit d'arrêter les approches de faisabilité du projet. Ainsi, les uns et les autres ont pu toucher du doigt l'envergure des travaux dans son volet modernisation, comme on peut le voir dans cette maquette. Peu après, une réunion technique a mis face à face tous les partenaires, FPI à travers son DG Patrick Kitebiki Bonnevoul et d'autres, mais aussi le FRDC, car il est impérieux de se départir des activités militaires dans ce port. Port important que stratégique et au regard de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Cette modernisation du port permettra également le développement du pôle de croissance autour de Kalemi et de provinces voisines. D'entrée de jeu, l'autorité provinciale a salué la contribution des députés à son programme d'action, notamment à travers leurs questions et recommandations. Concernant la problématique liée à la production de l'électricité soulevée par les élus, le chef de l'exécutif provincial a fait savoir que cette question figure parmi ses priorités. Par la même occasion, il a relevé que les discussions sont très avancées, notamment avec une firme allemande pour l'érection des centrales à énergie solaire pour donner le minimum des 1 MW à chaque agglomération de la province. D'autres initiatives sont prises en collaboration avec une firme kosovare pour la construction des micro-barrages, notamment sur les rivières Apoyo et Nava. Pour pallier aux difficultés des fournitures d'électricité sur la ville d'Iziro, le gouverneur Christophe Basséani Nanga a annoncé l'arrivée dans le chef-lieu de la province de 2 générateurs de 500 kVA. Des pistes de solutions qui devront résoudre tant soit peu les problèmes d'énergie qui coûtent plus de 80 fûts de carburant chaque mois au gouvernement provincial pour alimenter la ville d'Iziro.
Au sujet de la création des entreprises, le gouverneur a rassuré qu'il se battra pour les filles et les fils du Haut-Touélé disposent les minimum de 30% des actions au sein de chaque entreprise créée dans la province pour créer des millionnaires hôteliers. Concernant les phénomènes Mbororo, le gouverneur a affirmé que toutes les batteries sont mises en place pour résoudre définitivement ces problèmes. Maintenant, je viens d'avoir des alliés avec qui nous allons entrer en plein pied au travail. J'ai pris les bons dieux pour qu'ils éclairent nos voies, pour que les décisions que nous allons prendre puissent réellement aller dans le sens de sauvegarder les intérêts de la population. La même exhortation a été formulée par le président de l'organe délibérant Afunde Afongenda, qui par ailleurs a souhaité un fructueux mandat à la nouvelle équipe gouvernementale. De l'eau pour les habitants du quartier Ngomba Kikusa. Il n'en faudra pas plus pour voir ces derniers exulter de joie face à un geste aussi salutaire. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national Henri Movasakani, élu de la circonscription électorale de Lukunga, a effectué une descente dans ces quartiers sur initiative de la fondation Kawen pour inaugurer cette borne fontaine de grande capacité destinée à améliorer l'accès à l'eau potable. Un ouf de soulagement pour les nombreux ménages qui voient en cela la fin d'un calvaire qui a assez duré comme ça. Un moment propice pour l'élu de Lukunga, Henri Movasakani, porté en triomphe lors des scrutins de décembre 2018, de remercier son électorat qui lui est resté fidèle. Il y a une concrétisation de la notion de démocratie locale, qu'il est possible que les populations sachent se prendre en charge en initiant des projets citoyens et en les faisant financer par ceux des élus qui ont cette propension à comprendre les problèmes réels de la population. Nous avons dû donc aller à plus de 240 mètres en sous-sol pour trouver de l'eau qui soit potable pour les populations d'ici. En dehors de la borne fontaine, un important lot de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire de ces coins de la capitale a été livré par la fondation Kawen. Et cette fondation n'en est pas à son premier geste en ce qui concerne le forage d'eau. Déjà, les quartiers Maloueka, Boadi ont été servis. D'autres ouvrages ont également été construits tels que les ponts et Chikapa dans la commune de Mongafula, l'éclairage public à Mondovision et les installations sanitaires publiques dans les quartiers d'Elvo, commune d'Ngaliema. C'est ici, dans la commune de Barumbu, à quelques encablures de l'entreprise brassicole Bralima, que 2 salles de spectacle avec une capacité de 300 places assises, des salons VIP et terrasses sont sorties de terre et vient ainsi ajouter un plus dans les infrastructures hôtelières de la capitale. Campo Hôtel, a dit son propriétaire, veut, à travers la construction de cette deuxième édifice, offrir aux Congolais, précisément aux Quinois, un cadre moderne et idéal pour l'organisation des fêtes de mariage, d'anniversaires, conférences et séminaires, comme cela se fait sous d'autres cieux. En coupant le ruban symbolique, l'honorable José Mpanda a salué la perspicacité du promoteur et de son épouse Agnès Katumbayi pour sortir un tel ouvrage qui vient 8 ans après l'inauguration de Campo Hôtel. José Mpanda a remercié vivement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à la protection de cet espace longtemps menacé par les expatriés. Bopol Katumbayi, ce Congolais vivant à Paris, répond ainsi à l'appel du président de la République lancé à l'endroit de tous les Congolais vivant à l'étranger à venir investir au pays. Nous, Congolais de l'extérieur, en Afrique, Asie, Océanie, Europe, je passe, revenons construire notre pays. Revenons, c'est notre patrie. On a 4 salles. Il y a une autre avec banquier, avec tapis. Ici, au-dessus, 3e étage, tout ça coiffé avec un ascenseur qui peut prendre 10 personnes. La RDC étant notre dénominateur commun, a dit Bopal Katumbayi, nous devons apporter notre énergie pour son développement. Pour lier l'utile à l'agréable, l'artiste musicien Tchalamouana, la Mamou nationale, a agrémenté la soirée sous le rythme de Moutouachi.
La famille culturelle congolaise pleure une grande artiste comédienne Mindondo Solange Ngolomingi de son vrai nom. Décédée la nuit du 29 juillet 2019 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Juste après la levée du corps de l'illustre disparu de la morgue du cinquantenaire, le cortège s'est dirigé à la RTNC où elle a presté au sein du groupe Salongo. Le directeur général de la RTNC, Ernest Ulunga, a au nom des agents et cadres de la chaîne nationale déposé gerbe de fleurs en mémoire de l'artiste pour ses bons et loyaux services rendus à la nation. Le cortège funèbre a également pris la direction de la commune de Kalamou, plus précisément à la place des artistes où ses collègues artistes lui ont rendu leurs derniers hommages. Mindondo était une petite sœur pour moi, par le fait qu'on était dans le même quartier. Elle était très sociale et elle aimait la gaieté, mais elle ne supportait pas le colportage. Le corps a été exposé au stade de Martyrs où se sont déroulées ses obsèques. Plusieurs personnalités lui ont également rendu un dernier hommage, notamment la ministre de la Culture et Arts, Astrid Madia. Danseuse professionnelle depuis plus de 20 ans au Théâtre National du Congo, Mindondo s'est plutôt distinguée comme artiste comédienne grâce à ses prestations remarquables au sein du groupe Salongo de la RTNC. Son inhumation est intervenue ce jeudi 15 août 2019 au cimetière Nécropole entre terre et ciel. L'artiste ne meurt jamais, dit-on, que son âme repose en paix. Artiste comédienne.